Hello! Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de deux jeunes femmes très affirmées, engagées et érudites. Un duo d'exception qui donne naissance à une chaîne YouTube d'exception légitime. Pour plus d'informations, vous pouvez trouver le lien en barre d'infos. Et comme on le dirait en Bamanankan, Yekoye Fokoban. Alors, à vous les filles! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, je m'appelle Jessica, j'ai 22 ans, je suis étudiante en histoire et j'ai créé Légitime avec Sergina il y a bientôt un an, enfin entre la création, il y a plus d'1 an déjà et je te laisse te présenter. Moi, c'est Sergina, je suis étudiante. T'as parlé des études, je me rappelle plus. J'ai dit je suis étudiante. Ok. Moi, je suis étudiante aussi et je suis donc co-créatrice de Légitime avec Jessica. Comment vous est venue l'idée de créer Légitime? Alors, Légitime, pour l'instant, c'est un format sur YouTube qui met en valeur des personnes noires, femmes, non-binaires, etc. Pour montrer la pluralité de nos parcours, pour parler de féminisme, pour parler de culture et aussi pour pas parler que de nos traumatismes, parler également de ce qui nous rend heureux, heureuses. Et le but des Légitimes, c'était déjà de créer un projet qui nous lie toutes les deux, mais aussi de peut-être permettre à des personnes qui sont dans des lieux reculés, entre guillemets la campagne, comme nous on a pu l'être, de se dire qu'elles ne sont pas seules et que si elles attendent encore un petit peu, leur vie sera meilleure après. Quelles sont les thématiques que vous avez déjà pu aborder sur Légitime pour qu'on puisse avoir une vision beaucoup plus précise de votre éventail d'intervention? Alors, on a beaucoup de thématiques différentes, pas mal de formats différents. Pour l'instant, le premier format qu'on a proposé, c'était une série d'interviews qui s'appelle Lettres à nos petites sœurs. On interviewe des jeunes femmes qui ont entre 20 et 28 ans, qui parlent un petit peu de leur adolescence, de leur jeunesse, de leur rapport à l'amour, au fait d'être des femmes noires. Et le but de ces interviews, c'est de parler des choses qui les rendent heureuses aujourd'hui, des choses qui étaient plus compliquées avant, de ce qu'elles ont réussi à surmonter en termes de confiance en soi, dans leur vécu. Le but final, c'était de se dire, s'il y avait une petite sœur qui regardait ça, donc quelqu'un de plus jeune, des jeunes filles qui sont dans la préadolescence, qu'elle puisse se dire, voilà, il y a une personne plus âgée que moi, mais qui quand même n'a pas non plus 30, 40 ans, parce que les personnes qui nous ont un petit peu rassurés par rapport à l'après-féminisme, c'est plus une génération de femmes qui aujourd'hui ont 35, 40 ans. Donc on voulait créer une représentation un peu plus jeune. Et le but, c'est que ces jeunes femmes se disent, ah bah voilà, elle a surmonté ça, donc moi je peux le faire aussi. Mais évidemment, la série d'interviews, elle vise aussi tout le monde, et à n'importe quel âge on peut la regarder. Nous, on a nos mères qui les regardent et qui apprécient beaucoup parce qu'elles apprennent des choses sur nos vécus en regardant d'autres jeunes femmes. On a une autre série qui s'appelait Sexualité et Santé. Là, on a commencé une nouvelle série sur le consentement. On a une série sur le rapport à nos cheveux qui vient. On a des vidéos un peu plus balades. On a déjà fait un vlog en Angleterre à un festival pour les femmes noires. On en a d'autres qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme format qui arrive? Black Love. Oui, on a aussi, on veut faire une série d'interviews donc sur des couples noirs, selon là où on grandit. Quand on grandit dans des endroits où on ne croise aucun couple noir, et ben on peut se dire qu'on n'a pas le droit à cet amour-là. Donc c'est aussi une série qu'on veut lancer, qu'on a déjà commencé, qui n'est pas encore sortie, mais on a déjà une vidéo. Vous touchez, on va dire, vraiment en fait le quotidien des Noirs. Donc que tu sois adolescent ou beaucoup plus âgé, on peut se retrouver justement comme vous le disiez. Et petite précision, Légitime, ça s'écrit comment, s'il vous plaît? Donc, on l'a écrit, en fait, c'est du créole haïtien. Donc, L-E-G-I-T-I-M. J. Avec un J, Légitime. Parce que, oui, voilà, on l'a écrit en créole haïtien. Donc, pour parler un petit peu du nom, je crois que c'est plutôt limpide pour qu'on appelle Légitime. C'est de se dire que toutes les personnes noires sont légitimes à raconter leur vécu. C'était une série là le mois dernier sur tout ce qui est afroféminisme et je sais que vous avez quand même pas mal de connaissances dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre Black Feminism et l'afroféminisme, on va dire la version anglaise et la version française? Pour moi, l'une des plus grandes différences dans Black Feminism et Afroféminisme, enfin déjà c'est le terme, donc Black Feminism c'est plus féminisme noir, et donc c'est plus pour des populations, surtout aux États-Unis, qui vont pas forcément entre guillemets se connecter avec leurs origines africaines, alors que en Europe et surtout en France, la diaspora africaine
est beaucoup plus importante parce qu'il y a les premières et deuxième et même troisième générations qui sont arrivées avec les vagues successives d'immigration en France, avec la colonisation, la décolonisation, les vagues de demandes d'emploi précaires et peu payées que la France a pu demander à ses colonies dans les années 40-50 après, au moment de la reconstruction. Donc le vécu est pas du tout pareil, enfin selon moi, avec les populations noires afro-américaines qui, elles, sont dans un pays où elles sont là depuis, entre guillemets, toujours depuis l'arrivée d'esclavage, et que finalement l'histoire d'avant n'est pas si importante. Alors qu'avec la colonisation et la décolonisation en France, il y a des paradigmes qu'il faut prendre en compte, qui sont encore les allers-retours entre le pays et la France, les liens culturels qui existent, qui ont pu être rompus avec le féminisme noir aux États-Unis, et même la diaspora noire en Europe est beaucoup plus diversifiée qu'elle ne peut être aux États-Unis par exemple. Finalement en France il y a les Caraïbes, il y a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, les Comores, la Réunion, Madagascar. Sur la pluralité des cultures noires africaine et caraïbienne qu'il peut y avoir en France, c'est plus diversifié, et donc ça relève à des thématiques. C'est finalement étonnant qu'on arrive à avoir des convergences, parce que culturellement il n'y a pas grand chose qui nous relie, à part le fait qu'on est noir et qu'on subit de la négrophobie et du sexisme pour les femmes partout, et dans un pays qui est quand même assez négrophobe et sexiste dans sa façon de gérer les populations noires. Pour moi c'est ça la plus grande différence. Et Sergina, que voilà, le black féminisme c'est plutôt théorisé par des afro-américaines. Après bon, la complexité c'est que c'est par exemple que dans certains pays, par exemple en Angleterre, comme ils sont quand même anglophones, ils seraient plus dans une tradition qui est afro-féministe par rapport à leur vécu, mais comme ils sont anglophones, parfois ils ont tendance à utiliser le terme black féminisme, alors que quand on les écoute parler, ce qu'ils décrivent c'est plutôt de l'afro-féminisme. Et parfois je lis afro-féminisme, donc parfois on parle d'un autre en utilisant black féminisme alors qu'on parle d'afro-féminisme, ça dépend, mais de base oui c'est bien, c'est exactement ce qu'elle a décrit. C'est ça, parce que en Angleterre il y a finalement des populations jamaïcaines qui sont venues en Angleterre, les anciennes colonies africaine, enfin donc ouais, si on se questionne, même les diasporas, à part l'anglophonie et le fait d'être noir, c'est aussi différent que les diasporas francophones noirs. Donc ouais, c'est pour moi l'afroféminisme c'est plus essayer de trouver des points communs entre des populations qui ont des vécus extrêmement différents, alors que les États-Unis c'est des populations qui sont là depuis toujours et qui ont une vraie cassure finalement. Et là je parle même pas du féminisme noir ou latino-américain en fait. Juste pour essayer de faire un résumé. En France, c'est plus une histoire de colonisation, etc. et tout. Donc, il y a plusieurs vagues, on va dire un peu. Et alors que dans le black feminism, c'est que, en fait, il y a l'esclavage et puis après, tout ce qui a suivi derrière l'esclavage. J'ai l'impression aussi que le black feminism, il y a un côté un petit peu patriotique, en fait. Quand les féministes noires américaines parlent de leur vécu, elles parlent des femmes noires américaines. Il n'y a pas une volonté de globalité aussi, de se dire qu'à l'échelle mondiale, les femmes noires souffrent partout. Et donc ouais, elle reste vraiment centrée sur le cas des États-Unis qui est vraiment large et complexe, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une façon de se rappeler qu'il y a une diaspora noire partout dans le monde. Et pour en parler du black feminism, ça s'est aussi développé au moment du womanism, qui est finalement du black feminism mélangé avec d'autres femmes racisées, qui elles aussi ont voulu se détacher du féminisme blanc, du féminisme des femmes blanches, bourgeoises, qui ont absolument mis de côté toutes les luttes des femmes racisées, que ce soit des femmes latinas ou des femmes noires. Petite précision, c'est quoi, selon vous, justement, c'est le féminisme blanc? Qu'est-ce qui le différencie en fait de l'afroféminisme ou du black féminisme? Il est blanc. Comme le disait Bellox, la femme noire, elle subit une double discrimination, celle d'être noire et celle d'être une femme. Quand elles vont être prendre en compte, ça va toujours être dans une optique de sauver les femmes racisées, les libérer, plutôt que de passer le micro en fait, d'user ses privilèges pour que nous, on puisse organiser notre libération. Parce que nos cultures sont différentes, donc on va forcément être dans l'idée que culture reculée, il faut qu'on aide, il faut qu'on libère, il faut qu'on sauve. Et on va leur imposer, nous, notre vision du féminisme, donc de la liberté, de ce que c'est d'être une femme libre. Et finalement aussi, le féminisme blanc s'est développé dans un contexte colonial en fait. Pour les femmes blanches, le féminisme a été une façon d'émancipation par rapport aux hommes, mais il y a toujours eu un processus de domination parce qu'elles étaient dominées dans leur sphère privée par des hommes blancs en société, et le fait qu'il y ait les colonies leur ont permis d'avoir un poids sur les foyers dans d'autres pays. Et donc c'est pour ça que le féminisme blanc a pu particulièrement se développer dans les pays donc colonisés francophones déjà, parce que on leur a donné du pouvoir. On a dit à ces femmes, vous pouvez avoir un droit sur
sur comment ces femmes et ces hommes vivent. Et c'est par le féminisme blanc qu'il y a déjà eu un processus vraiment de criminalisation du voile dans les pays islamisés, parce que ça a permis à ces femmes blanches de se dire on est dominé chez nous en France, donc on va pouvoir avoir ce rôle de sauveur et d'aide à ces femmes qui n'ont peut-être même pas demandé cette aide, et donc on va avoir une légitimité pour faire quelque chose, parce que c'était des femmes qui n'avaient aucune voix, aucun pouvoir, et là on leur a donné du pouvoir. Et donc cette vague de féminisme civilisationnel qu'il y a eu dans la deuxième moitié du 19e siècle, on subit encore les conséquences, parce qu'après la décolonisation, même les campagnes d'affichage qui s'appelaient Dévoilez-vous en Algérie, on subit encore ces conséquences pour les femmes voilées en France, où on leur dit encore dévoilez-vous, mais c'est l'islamophobie qu'il y a aujourd'hui n'est pas du tout récent, c'est une islamophobie qui est en lien avec du féminisme en fait. Donc un féminisme qui est censé libérer les femmes ou donner le choix aux femmes de faire ce qu'elles veulent finit par être aussi contraignant, dictatorial que l'oppression qu'elles pouvaient vivre en fait. L'islamophobie qu'il y a aujourd'hui, c'est pas du tout récent, ça vient pas des années 2000, qu'il y ait la deuxième, troisième génération qui est migrée et qui veut ne pas s'intégrer, l'assimilationnisme, etc. C'est des volontés étatiques, il y a eu l'assimilationnisme, etc. Et en fait, ce féminisme blanc a permis en partie le développement d'une islamophobie qui est tolérant en fait, parce qu'on se dit que c'est pour libérer la femme, alors que finalement c'est un féminisme un peu nationaliste avec des intérêts de promouvoir une assimilation au lieu de accepter la pluralité des Françaises d'aujourd'hui. Donc là je commence à comprendre un peu la complexité pour beaucoup d'hommes noirs en fait, qu'une femme noire peut être féministe, et le fait de parler de l'afroféminisme, pour beaucoup en fait ils le voient tout de suite comme une attaque à leur virilité, dans le sens où justement en fait ils se disent que c'est un truc de blanc. Quelque part je commence à comprendre un peu à travers les explications que vous dites que en fait il y a beaucoup en fait d'hommes noirs qui ne voient pas en fait qu'est-ce que signifie l'afroféminisme. Ça me ferait venir à la question comment est perçu tout votre engagement-là, toute cette question-là que vous abordez au quotidien avec des personnes de votre âge, de sexes différentes, etc. Alors moi, j'ai pas de problème avec mon entourage parce que j'ai fait le choix, et ça fait partie de, comme tu dis, tout mon afroféminisme, mon engagement, etc., de passer du temps qu'avec des personnes qui peuvent le comprendre et respecter. Pour ce moment, je travaille pas, mais à la rentrée, quand je vais recommencer à travailler, je vais pas me mettre à la machine à café et commencer à débattre avec les gens quand tu vas arriver le matin avec un sujet d'actualité. Je pense qu'on sait pourquoi. Économie d'énergie, tout simplement. Tu as donné l'exemple des hommes. La première chose à laquelle ils s'opposent quand ils voient cette pensée afroféministe ou juste féministe, parce que si j'en parle pas, ils vont juste se dire, bon voilà, c'est une féministe. Au-delà du fait que oui, ils se disent que voilà, nous ils se disent, vous n'avez rien à voir avec les femmes blanches, vous n'avez pas revendiqué les trucs de femmes blanches. Là, ça fait encore partie de voilà, vous avez été occidentalisés. Mais ils disent vraiment que le féminisme ne peut pas être africain, en fait. Et qu'en plus de ça, quand on est noir en France et qu'on essaie de s'intéresser un petit peu aux questions qui nous concernent, les premières sources qui vont arriver, qu'on va trouver le plus facilement, le peu qu'on va nous présenter à l'école, ce qu'on va trouver en premier sur internet, ça va être des travaux afro-américains en fait. Et sans se rendre compte, notre pensée, ça va être les théories, tout ce qui a été théorisé par des afro-américains ou des afro-américaines. C'est seulement maintenant que voilà, je cherche, je creuse, etc. Mais les premières choses que j'ai commencé à lire sur les conditions des femmes noires, c'était des théoriciennes afro-américaines. Et c'est pareil pour les hommes noirs qui s'intéressent un petit peu. Pour eux, c'est pas possible. En fait, ils se renseignent pas pour aller plus loin et que voir que non, en fait, le féminisme en Afrique, il existe. Il a existé depuis bien longtemps. C'est pas une folie à partir des années 2010 que voilà, des femmes afrodescendantes ont commencé à dire non, moi c'est bon, je rejoins les femmes blanches, quoi. Donc ils n'arrivent pas à le penser comme quelque chose, le féminisme comme quelque chose qui est aussi africain et voilà, qui serait quelque part trahir nos origines et vouloir être plus du côté des femmes blanches. Donc c'est un peu la réflexion qui peut venir des hommes. Et puis après, sinon, plus large que ça, ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Tu parlais des hommes, c'est pas trop mon problème. Qui comprennent pas, qui s'interrogent, vraiment... je suis pas l'assistante sociale, donc je vais pas répondre à leurs interrogations. On a créé une chaîne, donc si je regarde et que c'est intéressant pour eux, tant mieux. Certains sont venus me parler en message. J'ai pu leur répondre parce qu'il y avait une démarche entre guillemets bienveillante, etc. Mais s'ils me saoulent, je vais arrêter de leur répondre parce que voilà, je leur dois rien du tout. Je veux bien faire cette démarche de pédagogie, en plus de la chaîne, à d'autres personnes noires, à d'autres femmes noires notamment. Mais les hommes, s'ils comprennent pas,
voilà, enfin, c'est pas très important. Et dans mon entourage, non, c'est très très bien accueilli. Mes parents, j'ai eu une éducation féministe, donc c'est pas du tout étonnant que j'évolue. J'avais pu avoir une éducation féministe blanc et j'ai évolué vers un féminisme, vers un afroféminisme, mais j'ai des bases entre guillemets solides de féminisme, donc ça n'étonne personne et ça dérange personne dans mon entourage familial. Et au niveau de mes amitiés, j'ai choisi en partie mes amis parce qu'on a les mêmes convictions idéologiques, donc c'est-à-dire être contre les oppressions des femmes noires, des personnes qui souffrent en fait, donc c'est pas quelque chose, je vais pas discuter de l'humanité et des droits de certaines personnes parce qu'il y a des personnes qui ne... Je vais pas discuter avec des gens qui ne trouvent pas ça révoltant que des personnes souffrent à cause de leur genre, de leur couleur, de leur orientation. C'est pas, j'ai pas le temps pour ça. Et dans mes relations amoureuses, non, j'ai trouvé quelqu'un qui a les mêmes convictions que moi, donc non, vraiment mes valeurs afroféministes sont une partie, c'est une partie de ce qui mène ma vie. J'essaie de vivre en valeur avec mes valeurs. Et mon entourage vit avec ces mêmes valeurs, donc non, je suis très contente. Et sinon les autres hommes, enfin c'est pas mon problème. Nous arrivons à la fin de la première partie de cette interview très enrichissante. Comme moi, si vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se donne rendez-vous pour la suite, la deuxième partie. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis period.